Bonsoir à tous. J'ai vraiment été intéressée par les discours que je viens d'entendre, mais en fait, je les avais déjà entendus. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est que, voilà, dans mon autre vie, j'ai travaillé déjà pour pousser la gestion intégrée des eaux de pluie dans le RRU, Règlement régional d'urbanisme. J'ai l'occasion aujourd'hui d'aller un cran plus loin en participant à son élaboration, en prenant la plume pour le cabinet du secrétaire d'État Pascal Smet. Je vais un peu vous expliquer le contexte dans lequel on est en train de travailler aujourd'hui. On n'est pas encore arrivé au bout, c'est un travail qui est en train d'être entamé. Et juste pour faire le petit clin d'œil, encore avant de venir, j'écrivais dans une petite note pour le travail interne: arrêtez de mettre des descentes d'eau pluviale en façade. Donc je crois que le message, il est là. Je pense qu'on l'a bien retenu au cabinet. Et donc, voilà. Je vais aller vite, je vais pas rentrer beaucoup dans les détails. On m'a demandé qu'est-ce que le RRU prévoit pour la gestion de l'eau à Bruxelles. Ben, pour l'instant, je vais dire pas encore grand-chose, vu que le RRU n'est pas encore passé en première lecture et est encore en cours d'écriture. On avait un règlement régional qui a été discuté en fait en 2019, donc il y avait déjà une première version. Et puis en fait, suite à la déclaration de politique régionale et aux nouveaux enjeux qui sont apparus, il y a eu cette question de revoir un peu le règlement qui avait commencé à être écrit, notamment pour la question des espaces publics, sur les questions d'amélioration des qualités environnementales des espaces publics, notamment la gestion de l'eau, et aussi pour d'autres problématiques, voilà, enfin, qui ne concernent pas la gestion de l'eau de pluie, donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais pour d'autres questions. Et donc, le secrétaire d'État s'est dit à un moment donné, bon, on va recommencer à zéro, on va essayer de repartir d'une page blanche sur ce qui n'allait pas, on va garder ce qui était bon du règlement de 2019. Et du coup, il a entamé un nouveau processus et une nouvelle façon de travailler dans l'écriture d'un règlement. C'est de faire appel en fait à une commission d'experts, donc une commission d'experts qui a été désignée par le gouvernement. Et cette commission d'experts, elle était constituée de plusieurs représentants, que ce soit des architectes, que ce soit des urbanistes, que ce soit des environnementalistes. Il y avait vraiment tout un panel représentatif pour pouvoir réfléchir en fait à l'urbanisation et à comment on veut voir Bruxelles évoluer dans le futur. Donc cette commission d'experts, elle s'est réunie plusieurs fois et son but, c'était d'essayer de donner les grandes orientations que le texte réglementaire devrait prendre pour la suite, pour permettre une évolution de la ville avec les enjeux climatiques qu'on connaît. Elle s'est entourée d'experts. Donc, elle était elle-même constituée d'experts, mais elle a fait appel à d'autres experts et d'autres avis externes, et donc notamment des collègues d'autres administrations pour venir parler de la densité, mais également le facilitateur hôte Bruxelles Environnement qui est venu faire une présentation à la commission d'experts pour montrer toutes les techniques et les alternatives qui pouvaient exister en matière d'ouvrages, justement, pour aussi aller à d'autres ouvrages que des bassins d'orage enterrés qu'on connaissait. Donc, quelles étaient les nouvelles techniques alternatives pour faire de la gestion intégrée des eaux pluviales à Bruxelles. Et de là, en fait, la Commission a émis des recommandations qu'elle a écrites en fait, dans un document qui est disponible maintenant sur le site d'Urban Brussels. Et je vous ai repris en fait un peu les grandes orientations qui touchent à la gestion de l'eau. Donc parce que bon, voilà, la gestion de l'eau de pluie, c'est le maillage bleu, mais c'est aussi le maillage vert. Les deux sont indissociables. Quand on permet une meilleure végétalisation, ben aussi forcément on permet, comme on l'a vu juste avant, ben, des espaces perméables où l'eau peut se réinfiltrer et donc ne pas être envoyée vers les égouts. Et donc voilà un peu les grandes orientations que la commission d'experts a demandé au gouvernement de prendre acte pour que cela se retrouve finalement écrit sous forme de règles dans le futur RRU. Donc, sont apparues des notions de sol de qualité qui n'apparaissaient pas dans le RRU de 2019 et qui devraient apparaître dans le RRU qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle. Je ne vais pas vous lire la définition, mais également l'intégration de la notion du CBS+, donc le coefficient de potentiel de biodiversité par surface, aussi un outil qui est développé par Bruxelles Environnement.
dans les grandes orientations plus stratégiques et qui s'appliqueraient à tout le règlement, la Commission édicte voilà, quelque chose que tout le monde porte, et forcément, c'est que la culture bruxelloise de l'espace urbain de qualité préserve l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête aussi dans le développement de l'urbanisme. Donc, on voit apparaître tous les enjeux, voilà, en freinant le changement climatique, en réduisant l'impact environnemental du bâti. Tout ça, ce sont des orientations qui vont apparaître dans le futur RRU. Le futur RRU sera divisé en 3 titres, dont urbanité, espace ouvert et habitabilité. Et donc les enjeux de gestion de l'eau, ils vont se faire à plusieurs endroits dans ces titres. Ils ne vont pas être repris que dans un titre, ils vont être repris à l'échelle de tout le RRU. Et notamment, voilà, proscrire les projets conduisant à une augmentation de l'imperméabilisation de l'intérieur d'îlots, particulièrement lorsque l'îlot est densément construit, lutter contre la constitution d'îlots de chaleur et développer un réseau de fraîcheur, gérer durablement les eaux de pluie et prévenir les inondations, rendre les eaux de pluie à la nature, nappes, réseaux hydrographiques, être plus économe en eau et prévoir davantage de stockage d'eau de pluie. Entendons stockage, pas forcément dans le bâtiment comme ça pouvait se faire, mais effectivement des stockages aériens, hors sol. Voilà, ça c'est un peu les grandes orientations. Donc, finalement, je pense qu'on rejoint un peu ce qui a été dit juste avant, et je pense que le message, il est bien passé et il est bien entendu. Et là, ça va faire plaisir. Le principe de zéro rejet à l'égout des eaux pluviales pour les projets de construction neuve. Ça, c'est la Commission qui le dit, mais là, on fait des réflexions avec les différentes administrations et on peut se poser la question, est-ce que ça doit être que pour les constructions neuves? Est-ce que ça ne peut pas être non plus pour les grosses rénovations d'immeubles, vu qu'en parallèle, on essaye de maintenir le bâti existant et de ne plus démolir et reconstruire quand le bâtiment existant a des qualités et peut être maintenu. Donc ces bâtiments-là, si on va d'un côté sur le maintien des bâtiments existants, il faut aussi penser à eux dans la déconnexion des eaux de pluie. Alors les espaces ouverts, c'est un concept un peu neuf aussi dans le chef de la commission, c'est que on veut traiter les espaces ouverts, donc les espaces non bâtis, mais on veut que ce qui s'applique de manière générale et dans certaines généralités, il y aura de toute façon toujours encore des cas particuliers selon qu'on est sur une parcelle privée ou sur une parcelle publique, mais on veut que les exigences qui soient demandées au privé et au public soient finalement les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on demanderait plus à l'un ou moins à l'autre? Et donc, c'est d'essayer aussi de faire en sorte que si on demande à une parcelle privée de maintenir X% de zones perméables, il faut que ça puisse s'appliquer aussi en espace public et donc dans les espaces ouverts et dans une idée aussi de faire un chapelet aussi de maillage bleu, de maillage vert et de ne plus dissocier l'espace public et l'espace privé, mais d'appeler ça l'espace ouvert, même s'il y aura toujours des parcelles privées et il y aura toujours des parcelles publiques, mais de penser qu'il y a des liens qui se font entre les deux pour aussi la vie faune et pour les autres thématiques environnementales. Donc voilà, après ce rapport de la commission d'experts, on a les grandes orientations qui ressortent, mais comme expliqué tout à l'heure à nouveau par monsieur Bénard, c'est l'ancien RRU, celui de 2019, était peut-être un peu complexe dans la manière d'appréhender en fait la gestion des eaux de pluie, notamment parce qu'il y avait des calculs de débit de fuite de surface imperméable et ça devenait très compliqué pour un particulier ou un promoteur de se dire bon, est-ce que c'est quoi ce calcul? Enfin voilà, moi-même quand j'avais dû le proposer, je ne suivais pas tout à ce qui était écrit et donc on s'est dit il faut peut-être plus revenir sur des objectifs comme viser le zéro rejet à l'égout, et c'est même pas viser, c'est pas de zéro rejet à l'égout, mais de se dire qu'on va se faire accompagner, les promoteurs vont se faire accompagner, les architectes vont se faire accompagner par des outils un peu plus flexibles aussi, que sont les vadémécum. De se dire, OK, on va fixer la règle et le grand principe dans le règlement, mais par contre, on va pas dire tous les projets doivent prévoir une noue de autant de mètres carrés, de autant de débit si la parcelle fait autant. Non.
En fait, il y a des spécialistes, il y a le facilitateur Haut de Bruxelles Environnement, il y a Bruxelles Environnement qui est là pour aiguiller et pour épauler un projet. Il y aura des vadémécums qui vont être réalisés en collaboration avec toutes les administrations, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement, le BMA, ça c'est entre autres le vadémécum des espaces publics. Donc c'est de dire, et aussi pour ces questions de pluie, de se dire, en fait, on ne sait pas comment va évoluer les pluies dans 5-10 ans, et donc essayer de prévoir déjà des ouvrages et des calculs de dimensionnement, alors que ça peut peut-être être déjà obsolète dans 5 ans, et qu'un RRU, on ne le modifie pas tous les 2-3 ans, prévoyant les gros objectifs, les grosses règles de base dans le RRU, et allons vers des vadémécums, allons vers des outils explicatifs pour donner des guides de bonnes pratiques en matière de gestion intégrée des eaux de pluie. Donc voilà, je vous le mentionnais, c'est le manuel des espaces publics, c'est vraiment, à nouveau, on parlait tout à l'heure des mauvaises pratiques en termes de revêtement perméable pour les places de stationnement et autres, mais là c'est vraiment l'idée, c'est de se dire, ok, le RRU futur, celui auquel on est en train de discuter, ben, il prévoira que tout nouvel espace public ne peut pas renvoyer ses eaux à l'égout. Comment? Ben là, on se référera au vadémécum des espaces publics qui donnera plein de pistes. Quel type de matériaux? On ne va pas dire dans le RRU, il faut un matériau comme ça, comme ça, comme ça. On va renvoyer au manuel des espaces publics parce qu'un matériau va peut-être apparaître d'ici 2-3 ans, une nouvelle manière de penser les choses. Et donc, à nouveau, ce manuel d'espace public, il vient d'être lancé. Les travaux vont commencer. Donc, ils se font en parallèle du règlement régional, justement pour que tout sorte en même temps. Alors en attendant, parce que c'est vrai qu'on réfléchit à ce règlement depuis maintenant pas mal d'années, et on se dit mais quand est-ce qu'il va sortir le RRU, parce qu'on est toujours avec un RRU de 2006, donc qui prévoit des citernes. On ne sait pas si c'est des citernes ou des bassins d'orage, parce que la définition du RRU n'est pas très claire, avec ces 33 litres par mètre carré de toiture en projection horizontale. Enfin bref, donc qu'est-ce qu'on fait en attendant? On accompagne les projets. On essaye déjà d'avoir les objectifs de la gestion intégrée des eaux de pluie en tête. On a des projets qu'on a, même nous, au côté cabinet, accompagnés aussi avec Urban, en disant, bon, là, cet aménagement de voirie, on pourrait quand même prévoir un peu plus de perméabilité et autres dans cet aménagement. Et donc, on arrive à faire évoluer les choses et à aller vers un mieux. Et donc voilà, moi ce que je voulais dire, donc c'est au niveau du cabinet, au niveau du politique, le message, que ce soit du côté de notre homologue environnemental, ça forcément c'est normal, mais même du côté de Pascal Smet, c'est quelque chose qui porte, c'est quelque chose, la gestion de l'eau, l'environnement, dans l'urbanisme et pour développer la ville, c'est quelque chose d'important pour notre cabinet aussi. Et pour dire, bon voilà, moi quand je suis arrivée il y a plusieurs mois, GIEP, c'est quoi? Quand je faisais mes notes, je devais marquer entre parenthèses, intégrer des eaux de pluie. Mais ça va, maintenant je pense que tout le monde a bien compris, tout le monde a intégré, toute l'équipe est bien consciente, et on travaille au nouveau RRU vraiment avec, je pense, le zéro rejet à l'égout, c'est la phrase qui ressort à chaque fois. Donc voilà, donc je pense que mes anciens collègues ont bien fait du lobby aussi, et on va y arriver. Je pense qu'on arrivera à faire un règlement régional d'urbanisme qui intégrera toutes ces questions. Enfin, je l'espère. Voilà. Merci. Merci Virginie pour cet exposé. On a quelques minutes pour poser des questions éventuellement. Y a-t-il des personnes souhaitant intervenir ou poser des questions par rapport à cet exposé? Juste là-bas, une réflexion, ça pourrait être intéressant donc de penser à l'établissement d'une carte telle que donc M. Bénard l'a montré, où on pourrait anticiper, et je veux dire après une analyse des études visuelles apparemment faisables comme ça, quels endroits, quelles parcelles pourraient être transformées donc plus facilement. Voilà, je veux dire, ça c'était une suggestion. Deuxièmement, l'expérience donc de projet immobilier montre aussi que c'est difficile de prévoir des superficies, je veux dire,
perméable, certainement quand on est en centre-ville, etc. Si on ne fait pas un bilan quelque part qui est, je veux dire, aussi d'ajustement par rapport au gabarit, par rapport, voilà, je veux dire, au P sur S, etc. Parce qu'il faut créer cet espace-là. On construit maintenant le Bru City, le futur siège centre administratif de la ville. Je peux vous garantir que j'ai dû demander une dérogation par rapport à 500 mètres carrés. Je veux dire, c'était impossible. Je ne sais plus combien de pourcents c'était. On n'en avait pas. Donc, on n'en avait pas avant, on n'en a pas mis en place. Donc, je veux dire, la réflexion par rapport au gabarit aussi, parce que le RRU se préoccupe aussi de la densification. Donc, c'est vraiment un tas de paramètres qui devraient être mis ensemble. Donc, voilà, je crois qu'il y en a un qui s'ajoute. Mais oui, mais je peux que vous rejoindre en fait. Et c'est vrai que dans cet exposé-ci, je me suis concentrée sur vraiment la thématique gestion de l'eau, voilà, avec le zéro rejet, avec les questions de perméabilité. Mais à nouveau, avant d'arriver ici, on était en train de parler de la densité. Et donc, c'est quelque chose, la densité maîtrisée, la densité équilibrée, c'est aussi quelque chose que la commission d'experts a mis en avant. Et c'est aussi quelque chose qu'on est en train de discuter dans les groupes de travail avec toutes les administrations. Qu'est-ce qu'on entend par densité aussi? Ça, c'est une question qu'on s'est posée. Est-ce que c'est de la densité justement uniquement le P sur S, ou est-ce que dans la densité, on compte aussi finalement la densité de population et autres, et l'impact du gabarit sur la parcelle, l'impact de la profondeur, et donc de se dire aussi, est-ce que dans certains quartiers qui sont trop denses, est-ce qu'on va encore continuer à densifier, ou justement, est-ce qu'il ne faut pas prévoir à certains endroits des dédensifications pour pouvoir permettre de retrouver des espaces ouverts de qualité et des espaces un peu plus perméables? Et ça, c'est aussi une question qui est en cours actuellement dans les groupes de travail, et notamment dans le chapitre urbanité, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut formuler une règle, parce que là, on est vraiment à la réflexion de comment transposer ces objectifs, et si parmi les objectifs de la commission d'experts, les autres administrations qui participent, c'est toutes les administrations régionales ainsi que les 19 communes, puissent dire oui, mais en fait, la commission d'experts n'a pas pointé cela comme objectif. Ils peuvent être ajoutés maintenant dans le RRU, et c'est de se dire comment est-ce que maintenant on écrit la règle pour répondre à cet objectif. Donc maintenant, comment est-ce qu'on écrit une règle qui dirait un projet qui se trouve dans un quartier dense, à entendre ce qu'on entend par dense, et pour autant qu'il n'y ait pas à proximité d'espaces verts, et pour autant qu'en termes de mobilité, on soit dans une zone mal desservie en transport en commun, et pour autant que ça, est-ce qu'on peut prévoir une densité égale à la densité actuelle, ou est-ce qu'il ne faut pas lui demander à ce projet-là de prévoir une densité plus basse? Et ça, c'est toutes les questions qui sont en cours pour l'instant dans les groupes de travail avec les différentes administrations. Qu'est-ce qu'on entend par densité? Comment on fait pour dédensifier à certains endroits et densifier à d'autres? Et selon quels critères on permettrait une densification ou pas? Une petite question, parce qu'on va passer là. C'était juste un message positif. La densité ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire du zéro rejet. Ça veut dire que peut-être sur certains thèmes qui vous paraissent, comme disait monsieur, les plus compliqués, avant de trancher, vous pourriez peut-être faire, je pense à Bruxelles Environnement ou d'autres, mais quelques simulations, parce que ce n'est pas parce que vous avez une parcelle qui est exactement construite, si vous avez une parcelle de 500 mètres carrés qui est entièrement construit sur 500 mètres carrés, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas faire du zéro rejet, parce que nous, par exemple, on a travaillé à la Défense sur un truc qui s'appelle la tour Ampère. À l'extrême, vous pouvez même garder l'eau sur les toits et recycler l'eau dans les réseaux d'eau usée. Et quand vous faites ça, vous vous rendez compte que selon le nombre d'étages, vous finissez par même ne pas avoir assez d'eau si on accepte que les eaux pluviales peuvent être utilisées en recyclage, par exemple, pour les sanitaires. Donc, il n'existe pas forcément d'obstacle à gérer l'eau. La densité n'est pas systématiquement un obstacle à la gestion d'eau. Mais c'est juste un témoignage. Je voudrais réagir par rapport à ça dans la communication efficace pour avoir des résultats des décideurs. Est-ce que le manuel uniquement est un outil avec ses commissions d'experts, etc.,
qui peut se développer uniquement, ou est-ce que vous recommandez, j'ai retenu dans votre exposé les Champs-Élysées, avec une projection sur ce que ça pourrait devenir, et quelqu'un qui se déclare prêt à investir 200 millions. L'association, peu importe, un acteur se déclare prêt à... Bon. Et donc, dans la politique de communication, quelle est l'importance de ces études de faisabilité sur certains lieux très marquants, par exemple, très fort déterminés par leur densité? Est-ce que là, il y a des politiques que vous recommandez qui ont été développées et acceptées par d'autres ou... Voilà. C'est vrai que c'est la force de l'exemple, et puis plus on réfléchit tous ensemble, plus on s'auto-alimente, quoi. Et ça évite, avant de... Ce que je vous disais, dans ce qu'on appelle, nous en France, les zonages pluviales, très souvent, les études de cas ne sont pas faites avant que les décisions de règlement soient prises, et du coup, les règlements sont quelquefois en décalage, comme vous l'avez très bien dit, 3 ans après, sont finalement en décrochage par rapport aux techniques qui ont évolué, quoi. Oui, c'est pour ça qu'on veut des règles qui puissent être facilement compréhensibles par le demandeur, mais aussi par les autorités délivrantes. Voilà, dire plus de rejet d'eau de pluie à l'égout, soit c'est le cas, soit c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, on est en dérogation. Et là, il y a encore un processus de discussion qui est entamé. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas le faire dans ce cas-là? Donc voilà, ça c'est le processus de la dérogation du règlement. Et à côté de ça, effectivement, de se dire, mais on va pas dire viser le 0 rejet à l'égout en faisant une noue de 5 mètres cubes, en faisant un bassin d'orage de 10 mètres cubes et du 5 litres par mètre par... Voilà, ça c'est trop compliqué, c'est trop changeant. Et donc c'est pour ça qu'on veut rester sur des règles, enfin, j'ai un peu envie de dire binaires, basiques, mais qui ne vont pas trop dans le détail, parce que sinon ça risque de complexifier. Et effectivement, avec les techniques qui évoluent, vite rendre la question obsolète et finalement perdre l'objectif de base. Oui, c'est bien comme ça, moi, je trouve. Merci. OK. Je propose que le RRU se veut d'application quand? Il y a la volonté. Donc là, on a entamé un travail assez ardu avec toutes les administrations. On est conscient qu'on demande beaucoup à tout le monde et à toutes les administrations, mais c'est parce qu'on veut vraiment un travail collaboratif et de coécriture avec tous les spécialistes. En fait, on n'a pas envie d'écrire le règlement de notre coin et puis de demander à Bruxelles Mobilité ou à Bruxelles Environnement ou aux autres administrations, est-ce que ça vous va, et de nous entendre dire non, ça ne va pas, il n'y a rien de bon. Donc c'est pour ça qu'on l'écrit avec tout le monde. Donc ça nécessite du temps, mais du temps qu'on essaye de restreindre au mieux, parce que la volonté, c'est quand même de passer ce règlement en première lecture au gouvernement. Donc il y a plusieurs lectures au gouvernement, mais de passer, en tout cas en enquête publique, avant les grandes vacances. Parce qu'on croit que ce règlement et cette réforme du règlement a assez traîné. On l'attend assez, pas que pour les questions de gestion de l'eau, pour d'autres questions en termes de mobilité et autres. On est encore sur des normes qu'on estime un petit peu obsolètes et archaïques. Et donc, la volonté, c'est vraiment d'aller au plus vite, mais au mieux, bien évidemment, sans se hâter non plus. Il y a le processus du rapport d'incidence environnementale qui se fait de manière itérative et en parallèle. Et donc, on espère vraiment de le passer en enquête publique en juin, quoi. Voilà.